Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Nouvelle ligne directrice pour redynamiser la coopération entre le Ghana et le Sénégal. Agriculture, tourisme, pêche et énergie sont les axes déclinés par les deux chefs d'État au cours d'une conférence de presse conjointe. Le président ghanéen, hôte du Sénégal depuis hier, a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Lion. Notre hôte du Sénégal accueillit aujourd'hui le ministre-président de Wallonie-Bruxelles qui entame une visite de travail de 4 jours dans notre pays. À son arrivée, il a magnifié les bonnes relations entre la Belgique et le Sénégal. Dans la série Quinzaine de la femme, nous irons à la rencontre des actrices culturelles. Danse, cinéma et autres secteurs sont investis par la gente féminine. On y rencontre des pionnières. L'énigmatique Baobab Poultok dans la commune de Tataguine s'invite dans la rubrique Au cœur de nos cultures. Dénommé Baobab du paradis, l'arbre sert de lieu de prière et rite sérère. Sa symbolique à découvrir dans cette édition. Et puis, nous recevons comme invité le médecin lieutenant-colonel Khady Diatou Bafal. Elle vient nous parler des 18e journées médicales de l'hôpital principal de Dakar. Bonsoir, colonel, et merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Oumbaldi. Nous vous retrouvons donc au cours de ce journal pour parler des journées médicales de l'hôpital principal de Dakar. Je le disais, en titre, renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Ghana. Les deux chefs d'État ont décliné les lignes directrices. Au-delà des échanges dans les secteurs de l'agriculture, l'énergie, la pêche et le tourisme, il est aussi question de l'industrie pétrolière. Le Sénégal sollicite l'expérience du Ghana pour une meilleure gestion de ses ressources naturelles. Le président Akufo a été aussi élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Lion. Compte rendu Abou Bakri Khan. La visite d'amitié et de travail du président Nana Addo Akufo s'inscrit dans une logique de renforcer les relations bilatérales entre le Sénégal et le Ghana. Une volonté affichée des deux chefs d'État de magnifier la coopération sud-sud à travers un échange d'expériences. Les deux pays partagent aussi une longue tradition démocratique, des relations fraternelles et amicales, des valeurs communes qui participent de la construction d'une communauté de croissance et de développement. Nous sommes donc des héritiers de cette Afrique qui a vocation à se développer et à devenir un espace d'émergence et de prospérité. Nous avons aussi un espace commun qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, où nous partageons des valeurs communes, la liberté, la démocratie, l'expérience démocratique solide, vécue au Ghana comme au Sénégal. Et cette visite, Monsieur le Président, s'inscrit donc dans la tradition de ces relations conviviales, d'espaces communs et de valeurs partagées. Et nous voulons renforcer ces relations. Le peuple ghanéen reste toujours très solidaire avec le peuple sénégalais. Toute la lutte, l'indépendance et après, on a été toujours ensemble. Et on va continuer à rester ensemble et solidaires. On a les mêmes perspectives. Et il faut bien que nous qui sommes appelés aux têtes de nos pays respectifs voient cette occasion comme une opportunité de travailler ensemble pour que le peuple africain commence à sortir de la condition de pauvreté, de marginalisation qu'ils ont dans les affaires du monde. Pour ces héritiers d'une Afrique ambitieuse, un continent qui tend vers l'émergence, il s'agit à travers cette visite de renforcer la coopération sur les plans économiques et commerciaux. Des échanges d'expériences et de bonnes pratiques, notamment dans la gestion des ressources naturelles. Le Ghana étant une force économique qui peut inspirer le Sénégal. Le Sénégal entre dans cette nouvelle perspective. Nous avons sollicité votre expertise, celle des Ghanéens, pour nous aider également dans cette nouvelle
perspective d'organiser au mieux les conditions de gestion de ces ressources. Toutes les expériences réussies devront nous servir pour éviter justement de faire des erreurs que beaucoup de pays africains ont eu à faire dans la gestion de leurs ressources naturelles. Le pétrole ou le gaz va apporter un ballon d'oxygène, mais cet oxygène doit être réinjecté dans les secteurs économiques, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les activités comme l'élevage, etc., dans les services. C'est une ère dans laquelle la coopération est extrêmement importante et l'expérience qu'on a eue pourra être fournie au Sénégal parce que cela permettra comment est-ce que vous pouvez gérer ces questions. Il y a aussi des aspects internationaux dans l'exploitation de ces ressources et si nous rassemblons tous les éléments ensemble qui nous permettront de pouvoir gérer cette situation et donc ça nous permettra de garantir le bien-être de nos populations. Votre leadership, Monsieur le Président, nous donne l'opportunité de travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux de pouvoir apprendre du Sénégal pour notamment partager avec vous aussi notre expérience en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz. D'autres défis sont à relever pour renforcer les économies sous-régionales. Ils sont d'ordre sécuritaire et les deux chefs d'État ont mis un accent particulier sur la paix et la stabilité, notamment en Côte d'Ivoire ou en Gambie et en Guinée-Bissau, où le maintien des forces de la CEDEAO est une nécessité. Nous élevons à la dignité le grand croix dans l'ordre. Autre défi, celui relatif à la libre circulation des biens et services, où le Sénégal et le Ghana regardent dans la même direction. Le renforcement des infrastructures de communication pour assurer une meilleure connectivité et lever les barrières routières. Les présidents Sall et Akufo partagent des idées et valeurs qui fondent leur optimisme, l'espoir d'un bel avenir pour le continent africain. Relation Ghana-Sénégal, toujours voyons à présent l'intégration des Ghanéens au Sénégal. Ils sont très connus dans le domaine de la coiffure. Le choix de notre pays pour exercer cette activité n'est pas fortuit pour ces entrepreneurs. Le Sénégal est un pays ouvert. C'est un reportage signé Jeanne Dior. Je suis venu ici en 2005, ici à Sénégal. Je suis venu pour faire mon business. Comme beaucoup d'autres Ghanéens, François a foulé le sol sénégalais avec un seul objectif dans ses bagages, le business. J'ai fait le coiffeur, je vends des produits de Ghanéens, des produits de l'extérieur aussi. Le choix du Sénégal pour ces étrangers qui ont investi le secteur de la coiffure et la stabilité du pays. Et comme je dis, ici il y a la paix, tout le monde cherche la paix. Et mon pays a la paix, ici il y a la paix, donc... comme je viens ici, et puis j'aime les Français aussi. Celui que l'on peut considérer comme un homme d'affaires emploie des Sénégalais. Il y a une bonne collaboration entre Francis et nous les employés. Nous sommes très à l'aise ici. Malgré la barrière linguistique, on se comprend parfaitement. Et puis, les employeurs étrangers payent mieux que les Sénégalais. Un autre qui n'est plus à présenter dans ce domaine, Ben Coiffure. Spécialiste de la coupe de cheveux, le maître des lieux est absent, mais nous n'aurons pas de difficulté pour avoir un interlocuteur. Il s'agit d'une Sénégalo-Ghanéenne. Là, presque toute ma jeunesse, je l'ai fait ici, parce que depuis 2003, je travaille avec lui. Jusqu'à maintenant, je suis avec lui. C'est notre patron, en même temps, il est notre père, parce qu'il a pris tous ses employés comme ses propres filles. Dans ce salon, on est une famille. On ne discrimine pas les Sénégalais ou les Ghanéens, vu que je suis la seule Ghanéenne même, en tout cas. Le patron, parfois, il cuisine des plats ghanéens. Tous les employés mangent ça. Même des clients aussi, parfois, le mangent avec nous. Pour réussir et progresser dans les affaires, l'intégration est un facteur non négligeable. Si les gens ici sont vraiment gentils, sont calmes, sont agréables. Ça, c'est quelque chose que c'est formidable, quoi. J'aime ça. Ouais.
Parfois, je dis, patron, lo bëgg na ma defal la ne waaw dama bëgg defal sama bobo entretien CRAO. Au Sénégal, les Ghanéens s'illustrent dans différents secteurs, contribuant ainsi à l'économie du pays. C'est aussi un investissement qui leur offre plusieurs opportunités dans le marché, une manière de fructifier leurs affaires. Coopération, toujours, je le disais en titre, le ministre-président de Wallonie est en visite de travail au Sénégal. Paul Magnette a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, qui représentait le Premier ministre. Paul Magnette effectue une visite de travail de 4 jours. Il se rendra au pôle urbain de Diamniadio et dans d'autres localités. Le ministre-président de Wallonie sera reçu jeudi par le Premier ministre et ensuite par le président de la République le même jour. Paul Magnette, nous restons avec chez lui. Le président donc de Wallonie rappelle les relations d'amitié et de coopération entre la Belgique et le Sénégal, des relations que le ministre-président de Wallonie perpétue. Il est au micro de Cheikh Bamba Gueye. Je suis très heureux d'être en visite au Sénégal. C'est ma première mission, non seulement dans ce pays, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'est une mission politique, puisque je suis ministre-président de la Wallonie, et donc j'entretiens ces contacts politiques. J'aurai l'occasion de rencontrer à la fois le Premier ministre et le Président. C'est aussi une mission au cours de laquelle nous essayons d'intensifier les relations entre la Wallonie et le Sénégal, sur le plan économique et commercial, bien sûr, mais aussi sur le plan scientifique et sur le plan de la coopération universitaire, qui est déjà très intense, mais que nous espérons pouvoir soutenir encore davantage. En effet, c'est un pays très riche et donc dans lequel il y a beaucoup de rencontres et beaucoup de visites potentielles qui peuvent être faites, et c'est la raison pour laquelle en effet on a choisi de conduire une mission qui dure un certain temps. Je n'ai pas voulu faire juste un saut de puce rapidement au Sénégal, mais pouvoir vraiment avoir l'occasion de multiplier les contacts ici en espérant qu'ils soient fructueux et qu'ils conduisent à des collaborations de long terme. Je suis très heureux que le ministre des Affaires étrangères me fasse l'honneur de m'accueillir ici à l'aéroport de Dakar. Très heureux aussi d'avoir lors des prochains jours des rencontres directes avec le Premier ministre et le Président de la République. Je pense que ça témoigne des longs liens d'amitié entre la Wallonie et le Sénégal. Lutte contre le terrorisme, les forces de sécurité sénégalaises s'outillent davantage. Elles ont procédé ce matin à des manœuvres en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Compte rendu Anaïs Nyanyamane. La police, la gendarmerie, l'armée et les sapeurs-pompiers ont mis en application les consignes en cas d'attentat de masse. Après le top d'assaut, quelques explosions ont retenti et les forces de sécurité sont intervenues en même temps. Nous avions décidé de mettre en place un exercice de simulation d'une attaque terroriste au Sénégal. Mais aussi c'est un exercice qui a cours dans 7 pays dans la sous-région. Donc c'est une activité simultanée qui était en train de s'opérer au niveau de différents pays. Vous avez vu la scène, donc ce que nous avons noté avec beaucoup de satisfaction, c'est quand même la réactivité de toutes les forces de défense et de sécurité qui étaient concernées par l'opération. En tout cas, les équipes ont réagi avec beaucoup de professionnalisme, mais surtout avec une coordination parfaite. C'est pas facile, vous savez, c'est vrai que par moment il y a des effets de surprise. Oui, en tout cas, on a essayé de se rapprocher le plus possible de la réalité, et ce qui a fait justement quand même que ça a été un exercice particulièrement intéressant pour nous. Le but, tout simplement, c'est pas d'ameuter les gens, non, c'est de nous préparer à cette éventualité. Nous ne souhaitons pas que ça arrive, mais que si ça devrait arriver au Sénégal, que nos forces de défense et de sécurité puissent être prêtes pour faire face quand même à cette situation. Cet exercice de simulation permet à nos forces de sécurité de se préparer en ces moments de risque accentués. Des manœuvres à pérenniser chaque fois afin de bien mesurer les aptitudes de riposte de notre force de défense et de sécurité. Éducation à présent, 21e édition de la semaine de l'école de base. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée à Matam. C'était en présence du ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, et les autorités administratives et locales de la région. Compte rendu à Pape Kolingom. Stade régional de Matam, au noir du monde. C'est ici que la cérémonie officielle de la semaine nationale de l'école de base a été lancée. Occasion saisie par les Matamois et Matamoises de renouer avec les 3 moments de mobilisation et d'animation.
Pour la présente édition, le thème choisi est l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement élémentaire, facteur d'amélioration des performances scolaires. En choisissant ce thème, le ministère de l'Éducation nationale réaffirme sa volonté de mettre en œuvre la directive présidentielle numéro 6 consistant à développer l'alphabétisation et renforcer la place des langues nationales. Au niveau individuel, l'utilisation de la langue première de l'enfant permettra de promouvoir une ouverture culturelle, une approche de l'altérité, mais aussi de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes à travers l'amélioration de leurs compétences linguistiques, scientifiques et intellectuelles. Matam, terroir de brassage ethnique et culturel, s'est bien approprié le thème de la semaine relatif à l'introduction des langues nationales dans l'enseignement élémentaire. Introduire les langues nationales à l'élémentaire nous permet de faire gagner du temps à nos enfants, car ils en perdaient beaucoup d'énergie en apprenant dans des langues étrangères. L'utilisation des langues nationales dans l'enseignement élémentaire est certes une option stratégique du ministère de l'Éducation nationale, mais la communauté aussi a un rôle primordial à jouer pour accompagner cette volonté politique. Le conseil départemental de Matam et les élus locaux réitèrent toute leur disponibilité et tout leur engagement à œuvrer à vos côtés pour l'émergence d'un système éducatif qui réponde à la fois aux normes de l'efficacité et de la qualité, tout en s'inscrivant dans le cadre d'une éducation de référence qui intègre les langues nationales dans les enseignements. Les partenaires s'engagent à mobiliser les ressources nécessaires pour le développement de priorités d'équité, de qualité et de bonne gouvernance définies dans la politique éducative. La cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de l'école de base a été aussi une occasion pour les autorités éducatives de récompenser les élèves, les acteurs et les partenaires de l'école les plus distingués dans leurs activités. Et puis cette précision du ministre de l'Éducation nationale, il n'y a ni fuite, encore moins de fraude constatée dans les épreuves du concours général. Le ministre Serigne Mbaye Thiam est donc catégorique. Néanmoins, les épreuves de mathématiques seront annulées et reprogrammées. Nous l'écoutons au micro de Pape Kolingom. Je voudrais dire qu'il n'y a eu ni fuite, ni fraude. Il n'y a pas eu de fuite dans la chaîne de délivrance des épreuves, d'établissement des épreuves. L'Office du baccalauréat a bien sécurisé l'épreuve. Il n'y a pas eu donc de fuite. Il n'y a aussi aucune fraude notée de la part des élèves ni de la part de leurs encadreurs, notamment pour le lycée Seydou Nourou Tall qui a été cité. Mais il y a eu négligence dans le choix de l'épreuve de mathématiques. Enfin, d'un des exercices de l'épreuve de mathématiques. C'est un exercice qui a été donné en 2015 en France lors d'un concours et donc qui est disponible sur Internet. Il se trouve que le professeur d'université qui a proposé cette épreuve a pris l'épreuve telle qu'elle sans l'avoir modifiée, ce qui est une négligence. L'épreuve étant disponible sur Internet, les encadreurs de Seydou Nourou Tall, dans le cadre des recherches aussi pour encadrer leurs élèves, ont eu à télécharger cette épreuve et à leur donner ça au cours de l'année scolaire. Donc, mais devant les suspicions qu'il y avait de rupture d'égalité, le ministère de l'Éducation nationale, en relation avec l'Office du baccalauréat chargé de l'organisation, a décidé de reprendre l'épreuve de mathématiques. Pour les élèves eux-mêmes et pour leurs encadreurs, parce qu'il ne faudrait pas que leur mérite soit terni par des suspicions.
Comme annoncé hier, l'Association des femmes juristes sénégalaises a démarré à partir de ce mardi 3 jours de réflexion sur les droits des femmes en Afrique. Le protocole de Maputo-Chan est leur référence. 12 ans après sa promulgation, elle dresse avec des militants d'une quinzaine de pays d'Afrique le bilan de cet instrument juridique. Compte rendu à Ramdao. Ce combat pour la protection et la promotion des droits des femmes, il n'est pas seulement porté par l'AJS et ses 15 pays invités. Maître Sidiki Kaba a aussi remis pour l'occasion sa robe d'avocat pour plaider en faveur de ce qu'il appelle le combat de l'humanité. Il n'est pas possible de construire un monde en excluant l'autre moitié du monde. Cette autre moitié, la plus fertile et je dirais la plus intelligente, je veux dire les femmes. Et effectivement, le corps des femmes ne doit pas être un champ de bataille. Le viol, pour atteindre ses objectifs, avilissant, humiliant, inacceptable. En soutien de taille pour ces juristes et militantes de la cause féminine, elle ne demande que la mise en œuvre effective du protocole de Maputo qui règle le problème. Le droit à la dignité, à l'intégrité, c'est-à-dire contre les violences, le droit à la santé de la reproduction, le droit à l'accès à la terre et aux ressources, le droit à un logement décent, à un environnement décent, le droit à l'accès aux instances de prise de décision. Les obstacles, d'abord, c'est les pesanteurs socioculturelles. Mais comme je dis, aujourd'hui, en Afrique, ni nos dirigeants, ni les organisations de droits humains ne peuvent prendre comme prétexte les pesanteurs socioculturelles pour ne pas réaliser les droits des femmes. Ce protocole est l'œuvre des chefs d'État africains qui l'ont adopté à Maputo en 2005. Ce qui bloque, c'est ce qu'elles vont voir ensemble et chaque pays va dresser son bilan. Vous l'avez rappelé, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale. En effet, le nombre de femmes députées est passé de 27 députés en 2007 à 64 députés en 2012, soit 43% des sièges de l'hémicycle. Pour les élections locales de 2014, le taux national de présence des femmes dans les collectivités locales a triplé, passant de 15,9% en 2009 à 47,2% en 2014. C'est au chapitre des acquis pour le Sénégal. Il n'empêche que le combat pour la représentativité, le leadership et la dignité se poursuit un peu partout sur le continent. Nous restons avec les femmes pour la suite de notre série de reportages dédiés à la quinzaine de la femme. Ce soir, on parle des femmes qui s'activent dans le développement culturel, que ce soit dans le cinéma ou la danse et dans d'autres secteurs. Il y a des pionnières, des entrepreneurs femmes reconnues au niveau international. Germaine Akoni et Angélique Diaban s'expriment à cœur ouvert dans ce reportage de Ndeye Aïdadia. Percée dans un milieu d'hommes, très peu évident pour Angélique Diaban, réalisatrice et productrice de cinéma sénégalaise. Pour faire un film, il faut partir souvent. Il faut partir 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois et parfois 2 mois quand c'est des longs métrages. Et c'est ce qui fait parfois, je pense que certaines femmes arrêtent. À un moment, elles font le choix de rester en ménage. Et la majeure partie du temps, celles qui choisissent de continuer le payent d'une façon ou une autre. Soit elles divorcent, soit ça ne va pas avec la famille et tout, parce qu'on va les considérer comme des femmes libres. S'investir dans la production, être donc celle qui accompagne et finance les films, a été l'option la plus conciliable avec une vie de famille. Je pense que ces difficultés supplémentaires la font aussi qu'en termes de formation, on peut dire, je ne vais pas aller à cette formation-là, je ne vais pas aller à ce renforcement de capacité-là parce que demain, top Tchikergi. Et ce qui fait qu'on peut avoir moins d'atouts. Avec une douzaine de films à son actif, sa société de production a déjà 10 ans. Il n'y a pas beaucoup de boîtes de production de femmes qui arrivent à durer dans le temps. En général, on est tellement pris par les tracas du quotidien qu'on finit par passer à autre chose ou être tout simplement mère de famille. Et j'ai quand même eu la chance que cette société existe aujourd'hui, mais aussi qu'elle ait pu produire des films au Cap-Vert, au Mali, au Togo, au Congo, RDC, au Gabon.
et notamment au Sénégal, en France, en Allemagne. Et à chaque fois, à chaque projet de film, c'est des dizaines de personnes qui sont employées, voire des vingtaines quand c'est une fiction ou même plus. Actrice de développement culturel, Angélique Diabon l'est donc, tout comme Germaine Akoni, qui a créé cette école de danse en 1998. 300 élèves sont passés par là. Nous sommes à Toubab Dialaw. Nous employons une quinzaine de femmes qui font la cuisine, le ménage et qui sont très fières d'être à l'école des sables. Donc, nous faisons vivre le village. La culture génère donc de l'économie, des emplois. Cours de danse de 3e année. Une vingtaine de jeunes affrontent leur espoir par la danse. Tous ces jeunes qui viennent étudier et après qui vont vivre de leur art, eh bien, nous avons besoin d'aide pour les faire développer. Nous avons été invités avec une cinquantaine d'acteurs de la culture et nous avons eu la chance, Gassira et moi, en tant que femmes, d'être à la table du président et nous avons attiré son attention sur les besoins de la danse. À la sortie de l'école, ces jeunes peuvent enseigner la danse, créer des festivals ou des compagnies pour vendre la culture sénégalaise et surtout favoriser l'emploi des femmes, tout comme le fait la société de production de Angélique Diabon. J'ai aussi plus produit des films qui parlent de femmes et aussi réalisés par les femmes. Du coup, c'est difficile de... À chaque fois, je dis, c'est pas par militantisme ou par féminisme que je ne choisis que des femmes ou des projets que sur les femmes. C'est que c'est des projets qui m'attirent, qui sont dans mon environnement immédiat, sur lesquels j'ai envie de travailler et d'exposer au monde, de présenter à d'autres pays. Mais jusque-là, par rapport au pourcentage, je dirais qu'il y a 80% de réalisatrices et de projets sur la femme dans la société de production Karolinka. Angélique Diabon, Germaine Akoni, des entrepreneuses avec des expériences diverses, mais toutes deux contribuent à développer la culture sénégalaise. Les femmes toujours à l'honneur. La caravane nationale de la quinzaine de la femme s'est arrêtée dans la capitale du Fouladou. L'étape est marquée par plusieurs visites de proximité auprès des institutions de microfinance et des unités de transformation et autres réalisations des femmes de la localité. Elles ont aussi échangé sur la politique d'autonomisation des femmes. Le récit de Ndeye Aïdadia que nous retrouvons. Kolda, la capitale du Fouladou, a accueilli la caravane de la quinzaine de la femme. Une mobilisation des femmes de toute obédience politique, économique et sociale. L'autonomisation économique des femmes est-elle devenue une priorité pour la croissance? Il est reconnu que l'autonomisation économique des femmes est indispensable à une croissance économique soutenue, inclusive et durable, à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et à l'atteinte de l'égalité de genre. Fort de ce constat, l'État du Sénégal a toujours placé la problématique de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes au cœur de ses préoccupations. Pour cette croissance économique, chaque couche doit jouer sa partition. Les femmes du Fouladou veulent valoriser les produits locaux. Avec les autres projets, on a vu comment est-ce qu'il faut valoriser ces produits-là jusqu'à ce qu'on puisse les conserver, même si on ne parvient pas à les vendre, mais au moins, à un moment où les gens ont besoin de ces produits-là. Ministre de la Femme, nous sommes des femmes, donc on attendait vraiment impatiemment votre venue ici pour que le ministre de la Femme, pour que le ministre de la Femme sache ce que fait le DIRFEL. L'ambition du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, est de favoriser une croissance économique à fort impact sur le développement humain. La stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, dont la vision est de faire du Sénégal un pays émergent, avec une société solidaire dans un état de droit, sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. La santé de la mère et de l'enfant, l'organisation financière des femmes, les unités de transformation, l'aviculture sont autant de domaines investis par les femmes du Fouladou. Elles comptent ainsi jouer leur partition pour l'émergence.
Toujours dans le cadre des activités de la quinzaine nationale de la femme, l'amicale des femmes du ministère de la Culture et de la Communication a organisé ce mardi une journée de don de sang sous le thème « Donner son sang pour une culture d'émergence ». Fatimata Banelba. Les agents du ministère de la Culture et de la Communication, les acteurs culturels, à leur tête leur ministre de tutelle, ont tenu à accomplir ce geste noble, donner de leur sang pour sauver des vies. Sauver des vies, c'est permettre aux populations, c'est permettre aux hommes d'une manière générale et femmes de participer au développement du pays. Et participer au développement du pays, c'est contribuer à l'émergence du Sénégal. Quand on voit l'importance des accidents de la circulation, les blocs opératoires qui manquent régulièrement de sang, nous devons tous, chaque citoyen, chaque Sénégalais, de prendre conscience de cet état de choses et chaque fois que de besoin de donner son sang. L'amicale des femmes du ministère va inscrire cet acte dans son agenda d'événements annuels. Elle en est à sa 2e édition. Thème que nous avons même développé qui cadre avec le thème de la quinzaine qui est l'émergence. Et on sait que l'émergence de la femme, c'est dans l'économie, c'est dans le social et c'est dans la vie courante. Donc cette quinzaine aussi qui œuvre aussi pour l'autonomisation de la femme, pour la condition de la femme est un problème de l'heure. Chaque jour, il faudrait qu'il y ait des gens qui s'engagent et donnent de leur sang. Et pour rejoindre même notre thème, une culture d'émergence, émergence des valeurs. Il faudrait qu'il y ait des valeurs humaines positives, surtout. Si on a ces valeurs-là, on peut être prêt à partager, à être solidaire, à être tolérant. Inculquer les valeurs humaines, credo des femmes du ministère. Elles appellent tous les agents des autres départements ministériels à initier ce genre de journée, une façon de contribuer au développement. Transition toute trouvée pour accueillir notre invité qui est médecin. Le médecin, donc, lieutenant-colonel Khadijatou Fall. Elle vient nous parler des journées médicales de l'hôpital principal de Dakar. Bonsoir, colonel. Bonsoir, Madame Baldé. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, par rapport à ces journées, les 18e du genre, 18e journée médicale de l'hôpital principal de Dakar, qu'est-ce que vous attendez de ces journées médicales? Permettez-moi, à l'entente de notre propos, au nom du directeur de l'hôpital principal de Dakar et à l'ensemble du comité consultatif, nous vous remercions de nous accueillir sur ce plateau. Donc, nous sommes là dans le cadre de l'organisation de 18e journée médicale de l'hôpital principal de Dakar. L'hôpital principal, qui est un hôpital d'instruction des armées, donc fidèle à sa vocation, donc a mis la formation sur un pilier très important. C'est à ce titre-là que depuis 18 ans, nous organisons ce journée médicale. Donc le thème de ces journées pour cette année, qui va débuter du 18 au 20 mai, porte sur l'infection à VIH-Sida. Pourquoi le choix de ce thème? Le choix de ce thème, c'est que présentement, cette infection à VIH-Sida demeure en santé publique dans le monde entier. Au vu des derniers chiffres de l'ONU-SIDA, qui font état de 36,7 millions de cas dans le monde, et parmi ces 36 millions, 1,1 cas de décès, et surtout 2,1 millions de nouvelles infections. Donc c'est une infection qui demeure quand même un problème de santé publique. C'est à ce titre-là que l'hôpital principal a jugé nécessaire d'en parler, de réunir tous les acteurs de la santé, SIDA. Voilà, et pouvoir aussi apporter notre contribution dans cette lutte. Et comment comptez-vous aborder justement cette question-là au cours des programmes que vous allez dérouler au cours de ces journées médicales? Donc il faut dire que ce qui a justifié notre choix, c'est que pour partager avec tout le monde aussi cette nouveauté concernant la possible élimination de cette infection vers l'horizon 2030. Au vu de toutes les avancées qui ont été obtenues dans cette lutte, si nous prenons le cas de la trithérapie qui existe maintenant, qui est efficace, et maintenant 18,2 millions de patients sont sous traitement, au vu de l'efficacité aussi du programme de la prévention de la transmission de la mère en enfant, qui a permis de 2010 à 2017 de sauver 1,6 million d'enfants de la contamination. En plus aussi d'autres infections qui ont été éliminées, évitées
par toutes les stratégies de prévention qui existent. Donc ceci donne l'espoir à l'ONU-SIDA de pouvoir éliminer cette infection. C'est pourquoi l'ONU-SIDA a mis en place actuellement la stratégie 3-90 qui a pour objectif de dépister 90% des patients, de mettre 90% des patients sous traitement antirétroviral et de contrôler ces 90% des patients. Si tout le monde s'y met, à l'horizon 2030, on pourra mettre fin à l'épidémie du sida. C'est possible. Maintenant, il faut maintenant que tout le monde s'engage. Avec un taux aussi de 0,7%. C'est cela, non, le taux de prévalence au Sénégal? Au Sénégal, tout à fait. Il faut dire que le Sénégal, depuis le début de l'épidémie, a pris à bras le corps cette lutte avec l'implication des hautes autorités, l'implication aussi de tous les acteurs importants, et parmi lesquels aussi nous rendons hommage au docteur Ibra Ndoye, qui est le parrain de nos journées, eu égard à tout son engagement qu'il a fait dans la lutte contre cette infection. C'est pour cela que tous ces efforts confluents ont permis au Sénégal de juguler cette épidémie et de la circonscrire à la population générale à une séroprévalence de 0,7%. Sauf quand même pour certaines populations clés. D'accord, très bien. Alors, donc, vous pouvez nous parler donc de ces journées, le programme de ces journées médicales qui vont se dérouler sur combien de jours justement? Voilà, le programme sera ainsi établi. Ces journées vont commencer le jeudi 18 jusqu'au samedi 20. Donc, sur l'infection à VIH-Sida, il y a beaucoup d'experts et de confrères nationaux et internationaux qui viendront débattre de tous les aspects de cette prise en charge et surtout l'élimination, le thème d'élimination, la possibilité de l'élimination, en sachant que toutes les spécialités sont concernées. C'est ça la particularité de ces journées cette année. Au-delà de ça aussi, il y a un symposium qui va porter sur les traumatismes de la tête et du cou lorsqu'on voit la recrudescence des accidents de la voie publique. Et au-delà de ça aussi, nos confrères, les paramédicaux vont débattre aussi des aspects de la prise en charge, notamment le vécu du paramédical par rapport aux soins qu'il donne à ce patient, le rôle des sages-femmes dans l'élimination de cette transmission et surtout l'éducation des patients vivant avec le VIH-Sida. Il est prévu aussi une conférence portant sur l'épopée glorieuse des femmes sénégalaises, en sachant que dans cette épidémie aussi, il faut dire qu'il y a une féminisation de l'épidémie partout observée en Afrique. Et lorsqu'on sait que toutes nos femmes, nos glorieuses femmes, que ce soit les femmes de Nder, que ce soit la reine du Cabos, Aline Sitoé Diatta, que ce soit Fawad Wele, que ce soit Mam Diara, pour ne citer que celle-là. Donc les femmes ont su répondre au combat qui les attend. Et elles sont à part entière dans ce combat-là. Et le professeur Mbaye Thiam va nous parler de cette conférence portant sur l'épopée des femmes. Ça tombe bien justement parce que nous sommes en période de quinzaine de la femme. Voilà, merci beaucoup donc médecin lieutenant-colonel Khadijatou Bafal. Je rappelle que nous avons parlé avec vous des 18e journées médicales de l'hôpital principal de Dakar qui vont démarrer jeudi prochain, n'est-ce pas? C'est cela. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation, mais nous restons avec vous pour parler toujours santé avec cette note moins gaie, la disparition du professeur Adrien Diop, le père de la chirurgie sénégalaise. Professeur agrégé et titulaire de chaire, il était le président d'honneur des 18e journées médicales de l'UCAD célébrées il y a juste un mois. En sa présence, la mort a triomphé d'un homme qui aura consacré plus d'un demi-siècle à l'éloigner pour ses patients. Voici l'hommage que la rédaction lui rend par la voix de Oumar Diaw. Il y a juste et exactement un mois, un vibrant hommage était rendu par la faculté de médecine et la communauté universitaire dans son ensemble à Adrien Diop, professeur honoraire. Cette ovation était en fait la dernière d'un grand disciple d'Hippocrate, un maître dans l'art de la chirurgie, titulaire de chaire de 1981 à 1997, date de son départ officiel de l'université. En vérité, il ne s'est jamais éloigné de ce qui a fait sa vie. Vous êtes là, toujours là, pour la préparation à l'agrégation des élèves de vos élèves. Quelle générosité! Doyen, professeur, maître, tonton, son entourage professionnel et familial l'interpellaient de diverses manières respectueuses et affectueuses. L'homme à qui le savoir, moins que la barbe blanche, avait conféré la sagesse et de la 2e promotion des internes du Sénégal.
Déjà, il avait produit sa première publication sur les péricardites. Publication faite lors des deuxièmes journées médicales de Dakar en sa séance du 16 décembre 1960. 16 décembre 1960, l'image commence à être éloignée dans le rétroviseur du temps qui passe, qui construit et déconstruit les œuvres périssables tout autant que leurs auteurs. Mais quand celles-ci sont de l'esprit, le legs devient plus durable. Vous avez eu la vision de la diversification de l'offre de services et par conséquent de l'offre de formation. Chirurgie générale, pédiatrique, digestive, thoracique, cardiovasculaire et plastique sont entre autres des branches d'une même discipline à laquelle le disparu était viscéralement attaché. Professeur Adrien Diop est une fierté pour le Sénégal, une référence pour l'Afrique. Il a ouvert la voie à des milliers de jeunes Africains. L'engagement du professeur Adrien Diop pour la chirurgie, pour la médecine plus généralement, inspire. Ai-je chaque jour la main à l'ouvrage, l'effort dans la constance. La suite de ce poème d'un mathématicien sensible aux belles lettres, ouvrir large les fenêtres d'espérance sans aucune permission et oser construire l'Afrique. Professeur Adrien Diop a contribué à l'édification de ce continent et peut, dans l'éternité, dormir avec l'idée qu'il n'a pas trahi les espérances. Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Célébration demain 17 mai. Les télécommunications et la société de l'information en secteur et ses mutations. Voici l'appel du ministre des Postes et des Télécommunications. À la veille de cette journée, le docteur Yaya Abdoul Khan est au micro de Tierno Armadoussi. Cet événement marque la célébration du 152e anniversaire de la création de l'Union internationale des télécommunications UIT et de la première convention télégraphique internationale. En un siècle et demi, ce secteur désigné aujourd'hui sous le vocable télécommunications et TIC s'est caractérisé par une mutation permanente. En effet, de la naissance du télégraphe aux communications par satellite, en passant par la radiodiffusion sonore et télévisuelle, nous sommes de nos jours à l'ère du téléphone mobile, de l'Internet, notamment avec les téléservices, mais aussi de la transformation digitale de tous les secteurs d'activité. L'Union internationale des télécommunications, dont le Sénégal est membre actif, œuvre profondément à tirer profit des potentialités scientifiques et technologiques des travaux de toutes les parties prenantes pour répondre à un besoin fondamental de l'homme qui ne cesse de croître, celui de communiquer. Voilà pourquoi le thème retenu pour l'édition 2017 de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, Big Data for Big Impact, se propose d'explorer le pouvoir des données et d'examiner les possibilités de convertir ces dernières en informations utiles pouvant stimuler le développement conformément à la résolution du Conseil de l'UIT de 2016. Je voudrais ainsi, à l'instar de l'UIT, lancer un appel à toutes les parties prenantes de la société de l'information à encourager la diffusion de l'innovation numérique dans le domaine social, à accorder la priorité aux politiques économiques et stimulant l'innovation. À présent, bref survol de l'actualité internationale sous forme de brèves illustrées. Nous irons aux États-Unis, en France et en Côte d'Ivoire, où les mutins ont finalement accepté de retourner dans les casernes à l'issue des négociations avec les autorités. Philomène Constance Diagne, le récit. Retour au calme en Côte d'Ivoire dans les principales villes du pays, Abidjan et Bouaké. Différentes sources militaires ont annoncé que les mutins ont fini par obtenir gain de cause de ce qu'ils réclamaient depuis vendredi dernier, c'est-à-dire 7 millions de francs CFA pour environ 8400 militaires. Finalement, la totalité de la somme a déjà commencé à être versée sur les comptes des militaires. La population est soulagée après 4 jours de tension et de paralysie. Certains commerces ont réouvert ainsi que quelques corridors routiers. Un
nouveau gouvernement en cours de composition en France. Après sa nomination comme Premier ministre, Édouard Philippe va devoir effectuer un travail équilibriste. Le Premier ministre devra aussi prendre en compte la condition que le président Macron s'est lui-même imposée, c'est-à-dire la parité. De nouveaux visages devraient figurer dans ce gouvernement ainsi que des hommes de la droite. La composition du nouveau gouvernement devait être annoncée en fin de journée, mais a finalement été reportée à demain 15h et le premier conseil des ministres après-demain jeudi. Paris séduit le comité international olympique. La ville lumière veut accueillir le monde du sport en 2024. En effet, le nouveau président de la République française a reçu aujourd'hui la commission d'évaluation du CIO. Emmanuel Macron soutient la candidature de Paris pour abriter les Jeux olympiques. La candidature de la France repose sur l'héritage des Jeux en termes d'infrastructures. Des informations classées secret défense seraient révélées par Donald Trump aux Russes. La source est du Washington Post. Une information que la Maison-Blanche a démentie mais que Donald Trump a confirmée en précisant qu'il avait le droit de partager des informations avec la Russie. A rappelé que Donald Trump recevait le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, dans le bureau ovale au lendemain du limogeage du directeur du FBI. Chez nous, la famille de Maba Diakhouba apprécie les travaux de rénovation du site où repose l'Almami. C'était à l'occasion de la ziara dédiée à Maba Diakhou. Le gouvernement a été fortement représenté, nous dit Ibrahim Ndong. Au milieu d'une brousse perdue dans la commune de Tcharengalgui, le village de Fanda. De loin, un regroupement aux parfums spirituels. Les petits-fils de Maba et de Boursine se retrouvent. C'est la 15e édition du genre et comme toujours, l'œuvre de l'Almami est revisitée. Il n'a vécu que 58 ans. S'il avait rassemblé autour de lui des érudits comme Mamour Antisali, comme Baye Ablaïnias, comme Lamtoro, tant d'autres, plus des guerriers comme la Dior, c'était simplement pour l'implantation de l'islam en Sénégambie et dans tout le Sénégal. Deuxième axe, c'était la lutte contre l'implantation de l'impérialisme colonial. Les vœux de Maba Diakhouba sont aujourd'hui exaucés. Son seul souhait était de convaincre les gens à entrer dans l'islam. À ce rendez-vous religieux, les différentes confréries du Sénégal ont été représentées. Pour l'occasion, le mausolée de Maba ne désemplit pas, un site qui reçoit chaque année des milliers de pèlerins. L'espace a été entièrement construit par le gouvernement et s'étend sur 2 hectares avec un réseau d'adduction d'eau. Quand Macky a pris le pouvoir en 2012, Macky m'a dit je ferai tout pour que mon grand-père réside dans une belle ville. Je dis quel grand-père? Il me dit Maba Diakhou puisque moi je suis du Sine. Donc lui il fait de Maba Diakhou son grand-père. Vous voyez? Il est venu à Nioro, il m'a remis de l'argent pour la restauration de la mosquée, beaucoup d'argent. À cette rencontre, le gouvernement a été fortement représenté. À la tête de la délégation, le ministre de la Culture et de la Communication. Mbagnick Ndiaye a saisi l'occasion pour réitérer la volonté de l'État à préserver le patrimoine religieux. Nous avons réfectionné la mosquée de Alouar. Nous avons réfectionné la mosquée omarienne de Kobilo. Mais nous avons aussi essayé de préserver les archives, les écrits qui se trouvent à Gangué-Soulé. Nous avons progressé vers le sud pour réfectionner les mosquées omariennes de Karantaba et de Banger. Tout cela pour faire en sorte que les valeurs culturelles, éducatives qui étaient enseignées dans ces lieux de culte puissent être préservés et conservés. Et pour y aller, nous avons emprunté cette piste d'une distance de 2,6 km, aujourd'hui en cours de réalisation. À présent, la rubrique au cœur de nos cultures. Et cette fois-ci, nous allons à la découverte d'un arbre énigmatique, le baobab du paradis. Il se trouve dans le village de Poultok, Tchadiaï, dans la commune de Tataguine. Le site qui l'abrite est un lieu de prière et de pratiques traditionnelles sérères. Le baobab du paradis entre mythe et mysticisme. C'est un reportage signé Fatou Dioufan.
Au cœur du village de Pultok Tchadjaï se dresse majestueusement un baobab, mais pas comme les autres. Celui-ci est surnommé Bak Aljana, traduisé baobab du paradis. Ce qu'il y a de remarquable sur ce baobab, je parle du tronc du baobab, on a des marques de pas de chameau et une bouilloire. Le côté est, sur le sol, il y a une superficie qui doit faire à peu près 3 mètres 50 carrés, où il ne pousse aucune herbe. En plein hivernage, vous ne pouvez pas trouver d'herbe là-bas. Maintenant, il y a beaucoup de choses, beaucoup de légendes là-dedans. On l'appelle Bak Arjana, Gui Adjana. En Wolof, on dit Gui Adjana. Il est remarquable et jusqu'au moment où je parle, si vous y allez, vous remarquerez ce que je vous dis. Baobab du paradis. D'où vient cette appellation? Les anciens du village disent ignorer son origine. Tout de même, ses pouvoirs mystiques sont reconnus. Bondi. Jusqu'à présent, c'est ce que l'on a de plus précieux par ici, le baobab du paradis. Il est riche d'en haut comme d'en bas. C'est mystique et inexplicable. On ne peut pas y croire car on l'a trouvé là. Il y avait d'autres baobabs, mais ils se sont tous effondrés. Le baobab du paradis est resté debout et continue d'être une énigme, un mystère pour nous. Les populations de Pultok village et même de la sous-région viennent souvent prier sur ce lieu sacré. Et la tradition veut que les gens y laissent une pièce de monnaie. Coïncidence ou réalité, en tout cas, toutes les prières formulées ici sont exaucées. Ce baobab est sacré. Prier ici est synonyme de résolution de tous les problèmes. N'importe lesquels, je vous assure. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir gratifié de cet arbre dans ce village. Le roi du Sine venait ici avant son intronisation. Il tournait 3 fois autour du baobab et buvait la potion faite à base de mil et préparée par le saltigué. C'est un arsenal mystique pour le protéger. C'est une étape obligatoire pour tous les rois du Sine. L'histoire du baobab du paradis demeure et reste un mystère. Des générations et des générations ont fréquenté et prié sous cet arbre sans véritablement connaître le mythe qui l'entoure. L'essentiel pour ces villageois, c'est de sauvegarder Bak Aljana pour la protection du village. Voilà pour la rubrique au cœur de nos cultures. Elle revient mardi prochain. Ainsi se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Et très bonne soirée sur la RTS 100. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Nouvelle ligne directrice pour redynamiser la coopération entre le Ghana et le Sénégal. Agriculture, tourisme, pêche et énergie sont les axes déclinés par les deux chefs d'État au cours d'une conférence de presse conjointe. Le président ghanéen hôte du Sénégal depuis hier a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Lion. Notre hôte du Sénégal accueillit aujourd'hui le ministre-président de Wallonie-Bruxelles qui entame une visite de travail de 4 jours dans notre pays. À son arrivée, il a magnifié les bonnes relations entre la Belgique et le Sénégal. Dans la série Quinzaine de la femme, nous irons à la rencontre des actrices culturelles. Danse, cinéma et autres secteurs sont investis par la gente féminine. On y rencontre des pionnières. L'énigmatique baobab Pultok dans la commune de Tataguine s'invite dans la rubrique au cœur de nos cultures, dénommée baobab du paradis. L'arbre sert de lieu de prière et rite sérère. Sa symbolique à découvrir dans cette édition. Et puis, nous recevons comme invité le médecin lieutenant-colonel Khadi Diatouba Fall. Elle vient nous parler des 18e journées médicales de l'hôpital principal de Dakar. Bonsoir, colonel. Et merci d'être avec nous.
Bonsoir Madame Oumbaldi. Nous vous retrouvons donc au cours de ce journal pour parler des journées médicales de l'hôpital principal de Dakar. Je le disais, en titre, renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Ghana. Les deux chefs d'État ont décliné les lignes directrices. Au-delà des échanges dans les secteurs de l'agriculture, l'énergie, la pêche et le tourisme, il est aussi question de l'industrie pétrolière. Le Sénégal sollicite l'expérience du Ghana pour une meilleure gestion de ses ressources naturelles. Le président Akufo a été aussi élevé à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du Lion, compte rendu Abou Bakri Khan. La visite d'amitié et de travail du président Nana Addo Akufo s'inscrit dans une logique de renforcer les relations bilatérales entre le Sénégal et le Ghana. Une volonté affichée des deux chefs d'État de magnifier la coopération sud-sud à travers un échange d'expériences. Les deux pays partagent aussi une longue tradition démocratique, des relations fraternelles et amicales, des valeurs communes qui participent de la construction d'une communauté de croissance et de développement. Nous sommes donc des héritiers de cette Afrique qui a vocation à se développer et à devenir un espace d'émergence et de prospérité. Nous avons aussi un espace commun qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, où nous partageons des valeurs communes, la liberté, la démocratie, l'expérience démocratique solide, vécue au Ghana comme au Sénégal. Et cette visite, Monsieur le Président, s'inscrit donc dans la tradition de ces relations conviviales, d'espaces communs et de valeurs partagées. Et nous voulons renforcer ces relations. Le peuple ghanéen reste toujours très solidaire avec le peuple sénégalais. Toute la lutte de l'indépendance et après, on a été toujours ensemble. Et on va continuer à rester ensemble et solidaires. On a les mêmes perspectives. Et il faut bien que nous qui sommes appelés aux têtes de nos pays respectifs voient cette occasion comme une opportunité de travailler ensemble pour que le peuple africain commence à sortir de la condition de pauvreté, de marginalisation qu'ils ont dans les affaires du monde. Pour ces héritiers d'une Afrique ambitieuse, un continent qui tend vers l'émergence, il s'agit à travers cette visite de renforcer la coopération sur les plans économiques. Qui a été cité. Mais il y a eu négligence dans le choix de l'épreuve de mathématiques. Enfin, d'un des exercices de l'épreuve de mathématiques. C'est un exercice qui a été donné en 2015 en France lors d'un concours et donc qui est disponible sur Internet. Il se trouve que le professeur d'université qui a proposé cette épreuve a pris l'épreuve telle qu'elle sans l'avoir modifiée, ce qui est une négligence. L'épreuve étant disponible sur Internet, les encadreurs de Seydou Nourou Tall, dans le cadre des recherches aussi pour encadrer leurs élèves, ont eu à télécharger cette épreuve et à leur donner ça au cours de l'année scolaire. Donc, mais devant les suspicions qu'il y avait de rupture d'égalité, le ministère de l'Éducation nationale, en relation avec l'Office du baccalauréat chargé de l'organisation, a décidé de reprendre l'épreuve de mathématiques. Pour les élèves eux-mêmes et pour leurs encadreurs, parce qu'il ne faudrait pas que leur mérite soit terni par des suspicions. Comme annoncé hier, l'Association des femmes juristes sénégalaises a démarré à partir de ce mardi 3 jours de réflexion sur les droits des femmes en Afrique. Le protocole de Maputo-Chan est leur référence. 12 ans après sa promulgation, elle dresse avec des militants d'une quinzaine de pays d'Afrique le bilan de cet instrument juridique. Compte rendu à Ramdao. Ce combat pour la protection et la promotion des droits des femmes, il n'est pas seulement porté par l'AJS et ses 15 pays invités. Maître Sidiki Kaba a aussi remis pour l'occasion sa robe d'avocat pour plaider en faveur de ce qu'il appelle le combat de l'humanité.
Il n'est pas possible de construire un monde en excluant l'autre moitié du monde. Cette autre moitié, la plus fertile et je dirais la plus intelligente, je veux dire les femmes. Et effectivement, le corps des femmes ne doit pas être un champ de bataille. Le viol, pour atteindre ses objectifs, avilissant, humiliant, inacceptable. En soutien de taille pour ces juristes et militantes de la cause féminine, elle ne demande que la mise en œuvre effective du protocole de Maputo qui règle le problème. Le droit à la dignité, à l'intégrité, c'est-à-dire contre les violences, le droit à la santé de la reproduction, le droit à l'accès à la terre et aux ressources, le droit à un logement décent, à un environnement décent, le droit à l'accès aux instances de prise de décision. Les obstacles, d'abord, c'est les pesanteurs socioculturelles. Mais comme je dis, aujourd'hui, en Afrique, ni nos dirigeants, ni les organisations de droits humains ne peuvent prendre comme prétexte les pesanteurs socioculturelles pour ne pas réaliser les droits des femmes. Ce protocole est l'œuvre des chefs d'État africains qui l'ont adopté à Maputo en 2005. Ce qui bloque, c'est ce qu'elles vont voir ensemble et chaque pays va dresser son bilan. Vous l'avez rappelé, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale. En effet, le nombre de femmes députées est passé de 27 députés en 2007 à 64 députés en 2012, soit 43% des sièges de l'hémicycle. Pour les élections locales de 2014, le taux national de présence des femmes dans les collectivités locales a triplé, passant de 15,9% en 2009 à 47,2% en 2014. C'est au chapitre des acquis pour le Sénégal. Il n'empêche que le combat pour la représentativité, le leadership et la dignité se poursuit un peu partout sur le continent. Nous restons avec les femmes pour la suite de notre série de reportages dédiés à la quinzaine de la femme. Ce soir, on parle des femmes qui s'activent dans le développement culturel, que ce soit dans le cinéma ou la danse et dans d'autres secteurs. Il y a des pionnières, des entrepreneurs femmes reconnues au niveau international. Germaine Akoni et Angélique Diaban s'expriment à cœur ouvert dans ce reportage de Ndeye Aïdadia. Percée dans un milieu d'hommes, très peu évident pour Angélique Diaban. Le but, tout simplement, ce n'est pas d'ameuter les gens, non, c'est de nous préparer à cette éventualité. Nous ne souhaitons pas que ça arrive, mais que si ça devrait arriver au Sénégal, que nos forces de défense et de sécurité puissent être prêtes pour faire face quand même à cette situation. Cet exercice de simulation permet à nos forces de sécurité de se préparer en ces moments de risque accentués. Des manœuvres à pérenniser chaque fois afin de bien mesurer les aptitudes de réponse de notre force de défense et de sécurité. Éducation à présent, 21e édition de la semaine de l'école de base. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée à Matam. C'était en présence du ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, et les autorités administratives et locales de la région. Compte rendu à Pape Kolingom. Stade régional de Matam, au noir du monde. C'est ici que la cérémonie officielle de la semaine nationale de l'école de base a été lancée. Occasion saisie par les Matamois et Matamoises de renouer avec les grands moments de mobilisation et d'animation. Pour la présente édition, le thème choisi est l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement élémentaire, facteur d'amélioration des performances scolaires. En choisissant ce thème, le ministère de l'Éducation nationale réaffirme sa volonté de mettre en œuvre la directive présidentielle numéro 6 consistant à développer l'alphabétisation et renforcer la place des langues nationales. Au niveau individuel, l'utilisation de la langue première de l'enfant permettra de promouvoir une ouverture culturelle, une approche de l'altérité, mais aussi de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes à travers l'amélioration de leurs compétences linguistiques, scientifiques et intellectuelles. Matam, terroir de brassage ethnique et culturel,
s'est bien approprié le thème de la semaine relatif à l'introduction des langues nationales dans l'enseignement élémentaire. Introduire les langues nationales à l'élémentaire nous permet de faire gagner du temps à nos enfants, car ils en perdaient beaucoup d'énergie en apprenant dans des langues étrangères. L'utilisation des langues nationales dans l'enseignement élémentaire est certes une option stratégique du ministère de l'Éducation nationale, mais la communauté aussi a un rôle primordial à jouer pour accompagner cette volonté politique. Le conseil départemental de Matam et les élus locaux réitèrent toute leur disponibilité et tout leur engagement à œuvrer à vos côtés pour l'émergence d'un système éducatif qui réponde à la fois aux normes de l'efficacité et de la qualité, tout en s'inscrivant dans le cadre d'une éducation de référence qui intègre les langues nationales dans les enseignements. Les partenaires s'engagent à mobiliser les ressources nécessaires pour le développement de priorités d'équité, de qualité et de bonne gouvernance définies dans la politique éducative. La cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de l'école de base a été aussi une occasion pour les autorités éducatives de récompenser les élèves, les acteurs et les partenaires de l'école les plus distingués dans leurs activités. Et puis cette précision du ministre de l'Éducation nationale, il n'y a ni fuite, encore moins de fraude constatée dans les épreuves du concours général. Le ministre Serigne Mbaye Thiam est donc catégorique. Néanmoins, les épreuves de mathématiques seront annulées et reprogrammées. Nous l'écoutons au micro de Pape Kolingom. Je voudrais dire qu'il n'y a eu ni fuite, ni fraude. Il n'y a pas eu de fuite dans la chaîne de délivrance des épreuves, d'établissement des épreuves. L'Office du baccalauréat a bien sécurisé l'épreuve. Il n'y a pas eu donc de fuite. Il n'y a aussi aucune fraude notée de la part des élèves ni de la part de leurs encadreurs, notamment pour le lycée Seydou Nourou Tall. Parce que toute ma jeunesse, je l'ai fait ici, parce que depuis 2003, je travaille avec lui. Jusqu'à maintenant, je suis avec lui. C'est notre patron, en même temps, il est notre père, parce qu'il a pris tous ses employés comme ses propres filles. Dans ce salon, on est une famille. On ne discrimine pas les Sénégalais ou les Ghanéens, vu que je suis la seule Ghanéenne même, en tout cas. Le patron, parfois, il cuisine des plats ghanéens. Tous les employés mangent ça. Même des clients aussi, parfois, le mangent avec nous. Pour réussir et progresser dans les affaires, l'intégration est un facteur non négligeable. Si les gens ici sont vraiment gentils, sont calmes, sont accueillants. Ça, c'est quelque chose que c'est formidable, quoi. J'aime ça. Parfois, patron, lo bëgg na ma defal la nee na waaw dama bëgg defal sama boobu entretien CRAO. Au Sénégal, les Ghanéens s'illustrent dans différents secteurs, contribuant ainsi à l'économie du pays. C'est aussi un investissement qui leur offre plusieurs opportunités dans le marché, une manière de fructifier leurs affaires. Coopération, toujours, je le disais en titre, le ministre-président de Wallonie est en visite de travail au Sénégal. Paul Magnette a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, qui représentait le Premier ministre. Paul Magnette effectue une visite de travail de 4 jours. Il se rendra au pôle urbain de Diamniadio et dans d'autres localités. Le ministre-président de Wallonie sera reçu jeudi par le Premier ministre et ensuite par le président de la République le même jour. Paul Magnette, nous restons avec lui. Le président donc de Wallonie rappelle les relations d'amitié et de coopération entre la Belgique et le Sénégal, des relations que le ministre-président de Wallonie perpétue. Il est au micro de Cheikh Bamba Gueye. Je suis très heureux d'être en visite au Sénégal. C'est ma première mission
non seulement dans ce pays, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'est une mission politique, puisque je suis ministre-président de la Wallonie, et donc j'entretiens ces contacts politiques. J'aurai l'occasion de rencontrer à la fois le Premier ministre et le Président. C'est aussi une mission au cours de laquelle nous essayons d'intensifier les relations entre la Wallonie et le Sénégal, sur le plan économique et commercial, bien sûr, mais aussi sur le plan scientifique et sur le plan de la coopération universitaire, qui est déjà très intense, mais que nous espérons pouvoir soutenir encore davantage. En effet, c'est un pays très riche et donc dans lequel il y a beaucoup de rencontres et beaucoup de visites potentielles qui peuvent être faites, et c'est la raison pour laquelle, en effet, on a choisi de conduire une mission qui dure un certain temps. Je n'ai pas voulu faire juste un saut de puce rapidement au Sénégal, mais pouvoir vraiment avoir l'occasion de multiplier les contacts ici, en espérant qu'ils soient fructueux et qu'ils conduisent à des collaborations de long terme. Je suis très heureux que le ministre des Affaires étrangères me fasse l'honneur de m'accueillir ici à l'aéroport de Dakar. Très heureux aussi d'avoir lors des prochains jours des rencontres directes avec le Premier ministre et le Président de la République. Je pense que ça témoigne des longs liens d'amitié entre la Wallonie et le Sénégal. Lutte contre le terrorisme, les forces de sécurité sénégalaises s'outillent davantage. Elles ont procédé ce matin à des manœuvres en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Compte rendu Anaïs Nyanyamane. La police, la gendarmerie, l'armée et les sapeurs-pompiers ont mis en application les consignes en cas d'attentat de masse. Après le top d'assaut, quelques explosions ont retenti et les forces de sécurité sont intervenues en même temps. Nous avions décidé de mettre en place un exercice de simulation d'une attaque terroriste au Sénégal. Mais aussi c'est un exercice qui a cours dans 7 pays dans la sous-région. Donc c'est une activité simultanée qui était en train de s'opérer au niveau de différents pays. Vous avez vu la scène, donc ce que nous avons noté avec beaucoup de satisfaction, c'est quand même la réactivité de toutes les forces de défense et de sécurité donc, qui étaient concernées par l'opération. En tout cas, les équipes ont réagi avec beaucoup de professionnalisme, mais surtout avec une coordination parfaite. C'est pas facile, vous savez, c'est vrai que par moment il y a des effets de surprise. Oui, en tout cas, on a essayé de se rapprocher le plus possible de la réalité, et ce qui a fait justement quand même que ça a été un exercice particulièrement intéressant pour nous. Économiques et commerciaux, des échanges d'expériences et de bonnes pratiques, notamment dans la gestion des ressources naturelles. Le Ghana étant une force économique qui peut inspirer le Sénégal. Le Sénégal entre dans cette nouvelle perspective. Nous avons sollicité votre expertise, celle des Ghanéens, pour nous aider également dans cette nouvelle perspective d'organiser au mieux les conditions de gestion de ces ressources. Toutes les expériences réussies devront nous servir pour éviter justement de faire des erreurs que beaucoup de pays africains ont eu à faire dans la gestion de leurs ressources naturelles. Le pétrole ou le gaz va apporter un ballon d'oxygène, mais cet oxygène doit être réinjecté dans les secteurs économiques, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les activités comme l'élevage, etc., dans les services. C'est une ère dans laquelle la coopération est extrêmement importante et l'expérience qu'on a eue pourra être fournie au Sénégal parce que cela permettra comment est-ce que vous pouvez gérer ces questions. Il y a aussi des aspects internationaux dans l'exploitation de ces ressources et si nous rassemblons tous les éléments ensemble qui nous permettront de pouvoir gérer cette situation et donc ça nous permettra de garantir le bien-être de nos populations. Votre leadership, Monsieur le Président, nous donne l'opportunité de travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux de pouvoir apprendre du Sénégal pour notamment partager avec vous aussi notre expérience en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz. D'autres défis sont à relever pour renforcer les économies sous-régionales. Ils sont d'ordre sécuritaire et les deux chefs d'État ont mis un accent particulier sur la paix et la stabilité, notamment en Côte d'Ivoire ou en Gambie et en Guinée-Bissau, où le maintien des forces de la CEDEAO est une nécessité.
nous élevons à la dignité le grand croix dans l'ordre national. Autre défi, celui relatif à la libre circulation des biens et services, où le Sénégal et le Ghana regardent dans la même direction. Le renforcement des infrastructures de communication pour assurer une meilleure connectivité et lever les barrières routières. Les présidents Sall et Akufo partagent des idées et valeurs qui fondent leur optimisme, l'espoir d'un bel avenir pour le continent africain. Relation Ghana-Sénégal toujours, voyons à présent l'intégration des Ghanéens au Sénégal. Ils sont très connus dans le domaine de la coiffure. Le choix de notre pays pour exercer cette activité n'est pas fortuit pour ces entrepreneurs. Le Sénégal est un pays ouvert. C'est un reportage signé Jeanne Dior. Je suis venu ici en 2005, ici à Sénégal. Je suis venu pour faire mon business. Comme beaucoup d'autres Ghanéens, François a foulé le sol sénégalais avec un seul objectif dans ses bagages, le business. J'ai fait le coiffeur, je vends des produits de Ghanéens, des produits de l'extérieur aussi. Le choix du Sénégal pour ces étrangers qui ont investi le secteur de la coiffure et la stabilité du pays. Et comme je dis, ici il y a la paix, tout le monde cherche la paix. Et mon pays a la paix, ici il y a la paix, donc... comme je viens ici, et puis j'aime les Français aussi. Celui que l'on peut considérer comme un homme d'affaires emploie des Sénégalais. Il y a une bonne collaboration entre Francis et nous les employés. Nous sommes très à l'aise ici. Malgré la barrière linguistique, on se comprend parfaitement. Et puis, les employeurs étrangers payent mieux que les Sénégalais. Un autre qui n'est plus à présenter dans ce domaine, Ben Coiffure. Spécialiste de la coupe de cheveux, le maître des lieux est absent, mais nous n'aurons pas de difficulté pour avoir un interlocuteur. Il s'agit d'une Sénégalo-Ghanéenne. La presse